Brian Schaeffer est un étudiant américain de 27 ans. Pour fêter le début de ses vacances de printemps, il s'est rendu dans un bar avec des amis. Certaines caméras ont pu le filmer en train de rentrer dans le bar, mais aucune ne le filmera en train d'en ressortir. C'était en 2006 et depuis, il n'a jamais été retrouvé. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Brian Schaeffer, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une histoire de disparition, celle de Brian Schaeffer, un Américain. Et j'espère en tout cas qu'elle vous intriguera autant qu'elle m'a intriguée, parce que vraiment cette histoire, je n'arrive pas à comprendre ce qui a bien pu se passer, c'est assez dingue. Pourtant il y a quand même pas mal d'éléments, vous allez voir. Donc j'espère que ça vous plaira. Juste avant, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et sinon c'est parti. Brian Schaeffer est né le 25 février 1979 et a grandi à Pickerington, une ville américaine située dans l'Ohio et qui fait partie de la banlieue de Columbus. Il est l'aîné d'une famille de 2 enfants, son frère s'appelle Derek et ses parents sont Randy et Renee Schaeffer. Brian a toujours eu un très bon parcours scolaire et a fait des études assez prestigieuses. Après avoir été diplômé de son lycée en 1997, Brian est allé étudier à l'Ohio State University et 6 ans plus tard, il obtiendra son diplôme en microbiologie. Même si déjà son parcours paraît assez fou, ça n'a pas suffi à Brian qui, après son diplôme en microbiologie, a recommencé des études au College of Medicine de Columbus en 2004. Il voulait donc, en plus de son premier diplôme, être diplômé en tant que médecin. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là que la vie de Brian va commencer à se compliquer. En mars 2006, lorsqu'il avait 27 ans, c'était pendant sa 2e année à l'école de médecine, sa maman va décéder suite à une myélodysplasie. En très gros, c'est une sorte de cancer qui s'attaque au sang. Suite à cet événement, les amis de Brian diront qu'il faisait comme si tout allait bien, mais qu'on sentait réellement que la mort de sa mère était une épreuve très difficile pour lui. Malgré tout, Brian essayait tout de même de se contrôler et de ne pas laisser transparaître trop de ses émotions autour de lui. Au même moment, on sait que Brian avait une relation amoureuse avec une autre étudiante de son école de médecine. Elle s'appelle Alexis Wagoner et les deux faisaient ensemble un couple magnifique. Toute la famille et les amis du couple étaient sûrs que les deux allaient se marier. D'ailleurs, ils se doutaient bien que Brian n'allait pas tarder à la demander en fiançailles. En fait, pour le mois d'avril 2006, Brian et Alexis avaient prévu un voyage à Miami et on est sûr que c'est là-bas que Brian aurait fait sa demande à Alexis. Sinon, il faut aussi savoir que même si Brian a fait de grandes études, c'était tout de même un homme qui n'aimait pas vraiment se prendre la tête, qui aimait les modes de vie détendus et pour ça, il n'avait pas vraiment en tête d'être médecin toute sa vie une fois son diplôme obtenu. Brian voulait en fait créer un groupe de musique et jouer des morceaux un peu dans la veine de ceux de Jimmy Buffett. Bon, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux Brian, lançons-nous dans la journée du 31 mai 2006. Cette journée-là était le dernier jour de cours de Brian et après ça commençaient ses vacances de printemps, vacances pendant lesquelles il voulait donc aller à Miami avec Alexis, sa petite copine. Pour l'occasion, Brian et son papa, Randy, ont décidé de fêter le début des vacances ensemble en sortant dans un restaurant. Pendant le repas, Randy a trouvé que son fils semblait vraiment épuisé. Brian venait en fait de passer plusieurs nuits blanches afin de préparer plusieurs examens qui étaient importants. Le repas va pas vraiment tirer en longueur, mais pour Randy, c'est pas grave, c'est normal, son fils est fatigué et il comprend que le repas soit assez rapide pour qu'après, Brian puisse aller se reposer chez lui. Mais bon, il va être assez surpris quand à la fin du repas, Brian va lui annoncer qu'il ne rentre pas à son appartement, mais qu'il a prévu de sortir avec son ami William Florence et qu'il rentrerait donc tard dans la nuit.
Évidemment, Randy était étonné, mais il n'a rien dit à son fils. C'est vrai que Brian était grand, c'était un jeune homme vraiment responsable, donc il s'est dit laissons-le fêter le début des vacances avec son ami, il se reposera plus tard, et donc il n'a pas vraiment fait part à son fils de son inquiétude. C'est donc à 21h que Brian va se rendre au Ugly Tuna Saloon, un bar de la ville de Columbus qui se situait dans le quartier South Campus Gateway à la rue High Street. On sait que vers 22h, donc une heure après son arrivée, bien qu'il était avec son ami William, Brian va prendre son téléphone et va appeler sa petite amie Alexis. À ce moment-là, Alexis était partie dans la ville de Tled pour rendre visite à sa famille avant qu'elle parte justement à Miami avec Brian. Je sais pas exactement ce que Brian et Alexis se sont dit au téléphone, mais ça semblait être un simple petit appel pour se donner quelques nouvelles, donc rien de très important. Après ça, Brian et William ont fait la tournée des bars et ils ont quand même pas mal bu parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de bars et dans chacun d'eux, eh bien, ils prenaient un verre à shot avec de l'alcool fort et ils le buvaient d'un coup sec. Ils ont fait ça jusqu'à changer de quartier et ils sont arrivés dans le quartier Arena de Columbus. Après minuit, Brian et William ont encore changé de quartier pour arriver dans The Short North et là-bas, ils ont rencontré une certaine Meredith Reed qui était en fait une amie de William. Alors ils ont discuté ensemble et puis Meredith a décidé de ramener Brian et William au tout premier bar où ils avaient commencé la nuit, donc le Ugly Tuna Saloon, et ensemble ils ont pris un dernier verre. Mais voilà, une fois dans le bar, les trois sont servis, ils boivent leur dernier verre, mais Brian va décider de s'éloigner d'eux. William et Meredith vont pas directement s'en rendre compte, mais à un moment donné ils vont se dire bon bah ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Brian et ils vont commencer à le chercher un petit peu dans tout le bar, mais ils ne le retrouvent pas. Ils vont essayer de l'appeler sur son téléphone, mais Brian ne répondra pas. À 2h du matin, le bar a fermé et donc tous les clients ont été poussés vers la sortie et donc Meredith et William sont sortis du bar en se disant bon, Brian doit sûrement lui aussi partir du bar et donc on le retrouvera devant, sans doute que on l'a perdu de vue parce qu'il y avait trop de gens, mais devant le bar, on le retrouvera. Mais bon, ils vont attendre quelques minutes et puis à un moment donné, ils vont bien se rendre compte qu'il n'y a plus personne autour du bar à part eux. Ils se sont alors tout simplement dit que Brian devait être retourné à son appartement sans vraiment penser à leur dire. Par la suite, pendant le week-end, donc le samedi 1 et le dimanche 2 avril, le papa de Brian et sa petite amie Alexis vont essayer de lui téléphoner à plusieurs reprises, mais jamais Brian ne répondra au téléphone. Le lundi 3 avril au matin, Brian devait prendre l'avion avec Alexis pour Miami. Alexis s'est rendu à l'aéroport, mais Brian ne s'est jamais présenté. Et puis finalement, ils ont fini par rater leur vol. C'est suite à ça qu'enfin, le lundi 3 avril, donc 3 jours après sa réelle disparition, Brian a été porté disparu et sa famille a été voir les autorités. La police a alors commencé la recherche pour retrouver Brian au Ugly Tuna Saloon, donc le bar où il avait été vu pour la dernière fois. Le bar se situait donc dans le quartier de South Campus Gateway et selon les autorités, il s'agissait justement d'un quartier au taux élevé de criminalité. Une fois arrivés dans le bar, les autorités vont voir qu'il y a justement des caméras de surveillance posées à l'extérieur du bar. En fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, c'était un grand bâtiment et au-dessus, à l'étage, il y avait le bar, le Ugly Tuna Saloon. Mais pour ça, il fallait monter des sortes d'escalators qui menaient jusqu'au bar. Donc il n'y avait pas de caméra dans le bar à proprement parler, mais il y en avait aux endroits où il y avait les escalators et devant le bar aussi. Les enquêteurs ont donc demandé à voir les images de caméras de surveillance qui correspondaient donc au jour où Brian avait disparu et dessus on pouvait alors voir Brian, William et Meredith en train de monter un escalator jusqu'à l'entrée principale du bar et il était à ce moment-là 1h15 du matin. Après ça, on peut imaginer que Brian était dans le bar. Mais il sera de nouveau filmé à 1h55 du matin, donc juste avant que le bar ferme ses portes. À ce moment-là, il était dehors devant le bar et parlait brièvement avec deux jeunes femmes. Il a semblé leur dire au revoir, puis il est reparti en direction du bar, mais on ne peut pas être sûr qu'il soit rentré à l'intérieur. En fait, les caméras de surveillance montraient ce qui se passait devant l'entrée du bâtiment où il y avait le bar, mais le problème, c'est que s'il partait hors champ de la caméra, il rentrait dans le bar. Mais la porte du bar n'était pas filmée par la caméra, donc on n'est pas sûr à 100% qu'il a bel et bien franchi la porte, mais par déduction, s'il est parti hors champ
par l'entrée du bar, c'est qu'il est rentré à l'intérieur. Mais voilà, c'est vraiment bizarre parce qu'à partir de là, on ne le reverra plus passer devant les caméras. D'ailleurs, on ne le voit pas sortir à 2 h du matin lorsque le bar a fermé. Et après ça, plus jamais on arrivera à retrouver sa trace. On peut donc noter qu'il a disparu le 1er avril 2006 à 1 h 55 du matin. Par contre, selon les enquêteurs, le fait que Brian est rentré dans le bar mais qu'il n'en soit jamais ressorti paraît quand même impossible. Donc selon eux, si à 1 h 55 il est bel et bien rentré à l'intérieur, peut-être qu'il est ressorti à 2 h du matin dans la foule avec les autres clients et qu'on ne l'ait pas reconnu. On se dit qu'il aurait même pu changer de vêtements, mettre un chapeau, vouloir regarder vers le sol dans le but vraiment de ne pas être reconnu par les caméras de surveillance. Mais il est aussi possible qu'il ait quitté le bâtiment par un autre chemin. Cependant, la seule autre sortie du bar est une porte de service qui n'est généralement pas utilisée par le public et qui donnait à l'époque sur un chantier en construction. Selon les enquêteurs, ce chantier était déjà très difficile à traverser en étant sobre. Donc si Brian était en état d'ébriété, ça semble quasiment impossible qu'il ait réussi à passer par le chantier. Malgré tout, les enquêteurs se sont dit qu'il y avait une chance que d'autres caméras dans la ville aient pu filmer le chemin de Brian. Il faut d'ailleurs savoir que la ville de Columbus est la ville qui possède le plus de caméras de surveillance de tout l'État de l'Ohio. Les enquêteurs ont donc visionné toutes les images de caméras de surveillance qui donnaient sur la même rue que celle du bar du Ugly Tuna Saloon, sauf que ils n'ont rien trouvé, à aucun moment ils ont pu repérer Brian ou quelqu'un qui pouvait même lui ressembler. Bon, sinon après la recherche par caméra de surveillance, les policiers ont décidé de faire venir d'autres enquêteurs autour du bar et d'autres enquêteurs qui étaient même avec leurs chiens policiers pour vraiment essayer de comprendre ce qu'il s'était passé et peut-être retrouver un indice. Toutes les rues ont été sondées, les ordures, les bennes à déchets ont été fouillées, mais rien n'a été retrouvé et les enquêteurs ont même commencé à demander aux gens qui habitaient dans la rue, dans les environs, s'ils avaient vu quelque chose, mais non, ils n'avaient rien vu. Les enquêteurs ont donc déployé des flyers qu'ils ont distribués un peu à tout le monde et qu'ils ont collés un peu partout dans le quartier. Sur ces flyers, on y trouvait la photo de Brian, mais aussi celle de son tatouage situé sur le haut de son bras droit. Il s'agissait d'un logo en forme de bâton issu de la pochette du single Alive de Pearl Jam, qui était donc l'un de ses groupes préférés. De plus, il y était précisé que Brian avait une tache sur l'un de ses iris. De plus, la police a même persuadé la ville de Columbus de les laisser entrer dans les égouts et de les fouiller. Mais malheureusement, encore une fois, rien n'a été retrouvé. L'appartement de Brian a aussi été fouillé. Il se situait sur King Avenue, à 6 pâtés de maison du bar Ugly Tuna Saloon. Sur place, les enquêteurs n'ont rien vu d'anormal. La voiture de Brian était toujours garée sur le parking devant son appartement et à l'intérieur de chez lui, tout était comme il l'avait laissé. Il n'y avait vraiment rien d'alarmant. Petit à petit, les enquêteurs ont commencé à se dire que peut-être Brian n'avait pas été victime d'un acte criminel ou bien d'un accident. En fait, comme la mère de Brian était récemment décédée, les enquêteurs ont commencé à envisager le fait que Brian soit parti de lui-même, comme s'il avait voulu être seul quelque temps pour pleurer la mort de sa mère. Mais bon, cette théorie a ses limites car Brian n'est jamais réapparu et mis à part vouloir être seul quelque temps, il n'y avait pas vraiment d'autres raisons qui pourraient l'avoir motivé à partir et à s'isoler. Évidemment, les enquêteurs ont fait passer le test du polygraphe, donc le détecteur de mensonges, à toutes les personnes ayant passé du temps avec Brian le jour de sa disparition. Pour ce qui est du père de Brian ainsi que de Meredith, ils ont tous les deux passé le test avec succès. Par contre, et c'est là que ça devient un peu bizarre, William a refusé de passer le test du polygraphe. Mais bon, rien ne relie William non plus à la disparition de Brian. Il n'y a aucun mobile, ils s'entendaient bien, donc il n'y a pas eu de raison de plus l'interroger ou même de l'arrêter, bien que ça reste quand même bizarre qu'il ait refusé de passer le test du polygraphe. Mais bon, vous le savez, le test du polygraphe, il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à devoir le passer, donc William était dans son droit le plus total. Pour ce qui est du téléphone de Brian, il n'a jamais été retrouvé, mais par contre, une chose va se passer en septembre 2006, donc plus de 5 mois après sa disparition. En fait, Alexis, donc la petite amie de Brian, avait pris pour habitude depuis la disparition d'appeler Brian tous les soirs sur son téléphone et de lui laisser un message vocal. Il faut savoir qu'à chaque fois, le téléphone ne sonnait même pas et Alexis tombait directement sur le répondeur de Brian. Mais une nuit, pendant le mois de septembre 2006, eh bien, le téléphone va sonner 3 fois. Et elle va continuer à appeler et à chaque fois, le téléphone sonnait 3 fois.
Ça a été assez dingue pour Alexis parce qu'elle s'est dit que peut-être Brian était vivant, peut-être qu'il avait rallumé son téléphone, c'était vraiment une très très bonne nouvelle, mais le problème c'est que dès le lendemain, le téléphone retombait directement sur la messagerie de Brian. Évidemment, les enquêteurs ont été mis au courant et ils ont été voir le service téléphonique chez qui était Brian et eux ont trouvé une explication. Alors selon eux, c'est possible que le téléphone de Brian ait bel et bien été rallumé, mais il est surtout possible qu'il s'agisse que d'un bug informatique. Par contre, ils apprendront aux enquêteurs une nouvelle chose, ils diront que le téléphone de Brian avait émis un signal via une tour téléphonique se situant à Hillard, une ville située à 23 km au nord-ouest de Columbus. Donc voilà, ça reste quand même assez étrange et on peut se dire que peut-être Brian aurait été jusqu'à cette ville. Sinon, par la suite, à la fin de l'année 2006, lors d'un concert de Pearl Jam à Cincinnati, le chanteur principal, Eddie Vedder, a pris un moment entre les chansons pour avertir son public de la disparition de Brian et leur a demandé de se rendre à la police s'ils avaient le moindre renseignement qui permettrait de comprendre ce qui arrivait à Brian ou même de le retrouver. Mais bon, encore une fois, ça n'a rien donné, mais par contre, c'était vraiment un beau geste de la part de ce groupe de musique. En 2006, quand même, quelques personnes avaient appelé les autorités, donc au moment de la disparition. Certains pensaient avoir vu Brian dans le Michigan ou d'autres dans le Texas ou même en Suède. Mais même si ces pistes ont été prises au sérieux, elles n'ont rien donné. Mais malheureusement, suite à toutes ces pistes qui ne donnaient rien, les enquêteurs ont petit à petit délaissé l'affaire Brian Shaffer. Pour le père de Brian, Randy, ça a été un événement d'autant plus difficile qu'il venait de perdre sa femme quelques mois auparavant. Il n'a donc jamais abandonné et a continué seul la recherche pour retrouver son fils. Il en est même venu à consulter un médium et celui-ci lui a dit que Brian avait été assassiné et que son corps avait été jeté dans l'eau près d'une jetée. Randy et son fils Derek, ainsi que d'autres citoyens qui s'étaient intéressés à l'affaire, ont alors passé une grande partie de leur temps libre le long des rives de la rivière Olentangy, rivière qui traverse donc Columbus et qui passe justement à côté du campus où se trouvait Brian. Donc pour son père, c'était fortement possible que justement le corps de Brian soit à cet endroit. Par rapport à ça, les enquêteurs diront que si Brian a bel et bien été tué et lancé dans une rivière, il aurait pu être la cible du Smiley Face Killer. Sans rentrer dans les détails, le Smiley Face Killer, ce n'est pas un tueur avéré. En fait, ce sont plusieurs détectives qui ont lancé la théorie du Smiley Face Killer après qu'un certain nombre de jeunes hommes aient été retrouvés morts dans des étendues d'eau dans plusieurs États des États-Unis. À chaque fois, près de l'endroit où ces jeunes étudiants étaient retrouvés morts, on pouvait retrouver le dessin d'un smiley dessiné pas loin de la scène de crime. C'est vrai que Brian correspondait parfaitement aux victimes attribuées au Smiley Face Killer, mais son corps ne fut jamais retrouvé dans l'eau. Et puis finalement, la police de Columbus a rejeté tout lien entre l'affaire Brian Shaffer et le potentiel Smiley Face Killer. Le FBI s'est aussi penché sur cette théorie et comme pour eux le Smiley Face Killer n'est de toute façon qu'une légende, ils n'ont pas voulu s'appuyer sur cette théorie. Finalement, Rudy, le papa de Brian, décédera sans jamais savoir ce qui était arrivé à son fils, mais juste après sa mort. L'avocat de William, qui je vous rappelle avait refusé de passer le test du polygraphe, va écrire une lettre au détective privé en charge de l'affaire. Dans cette lettre, il écrira en fait qu'il avait entendu dire que la police de Columbus revisitait un petit peu l'affaire, essayait de comprendre ce qui s'était passé et il y avait une rumeur qui disait que plusieurs éléments les laissaient penser que Brian était toujours vivant. Si c'était le cas, si Brian était toujours vivant, ça permettrait évidemment de blanchir totalement William et donc l'avocat demandait au détective privé de l'aider à essayer de retrouver la trace de Brian. Par contre, les proches de Brian diront que William avait toujours eu un comportement très étrange depuis la disparition de Brian. Dès qu'un détective privé s'était penché sur l'affaire, il s'était totalement isolé, n'a plus parlé à personne et ça, c'est quand même extrêmement bizarre. Le frère de Brian a d'ailleurs toujours pensé que sans doute William savait quelque chose. Peut-être que William ne faisait pas ça méchamment. On se dit que peut-être Brian est parti, il a voulu changer de vie et la seule personne à qui il a dit où il allait était William. Ça reste une théorie et que donc William fait tout ça pour protéger justement son ami Brian.
Alexis, qui était donc la petite amie de Brian, dit elle aussi qu'elle pense fortement que William sait quelque chose, mais de son côté, elle est assez sûre que Brian est mort. Elle se dit que c'est peut-être même de la faute de William. En 2014, la police de Columbus a quand même affirmé qu'il recevait toujours au moins 2 témoignages par mois par rapport à l'affaire Brian Shaffer. Et donc c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire que des gens restent à l'affût, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé et il y a toujours des gens qui ont envie d'aider en contactant la police. Bon, je vais pas vous mentir, tous ces témoignages ne mènent à pas grand chose, mais quand même ça reste positif. Par contre, en 2019, une image d'un sans-abri américain se trouvant à Tijuana au Mexique a fouillé sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs personnes, l'homme ressemblait énormément à Brian. Et suite à ça, le détective privé s'est penché sur la photo. Il a fini par envoyer l'image au FBI qui a procédé à une identification faciale. Malheureusement, même si l'homme ressemble très fortement à Brian, eux non plus n'ont pas pu être sûrs de son identité. Récemment, en 2021, les enquêteurs ont publié une photo de ce à quoi Brian ressemblerait aujourd'hui s'il était encore en vie. Il aurait actuellement 43 ans. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos théories, ça m'intéresse toujours énormément. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!